C'est bon, c'est là. Bonjour à tous et bienvenue. On s'excuse pour le petit retard. On est arrivé pour ce premier webinaire du réseau ISE, une nouvelle série du réseau autour du plan régional santé-environnement 4. Avant de laisser la parole à Lola qui va vous présenter brièvement la concertation autour du PRSE. Donc moi je suis Célia Colombier, j'anime le réseau ISE, ISE pour Île-de-France Santé-Environnement, qui rassemble les acteurs franciliens de la santé environnementale, acteurs dont c'est le cœur de métier, ou des acteurs qui ont mis en place des bonnes pratiques pour diminuer l'exposition des habitants ou de leurs collaborateurs. Voilà, je vais donc laisser la parole à Lola pour vous présenter la série de webinaires. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez tous bien. Du coup, je suis Lola Chupin, je travaille au conseil régional en tant que chargée de mission santé-environnement. Et donc, on travaille avec Célia sur cette série de webinaires qui est en fait dans le cadre d'un processus plus large, qui est l'élaboration du plan régional santé-environnement 4. Donc, je ne sais pas si vous avez tous connaissance de ce plan. Juste pour revenir un petit peu plus dessus, c'est un plan dont on a commencé l'élaboration en septembre. Il est issu, donc on va le construire avec plusieurs outils. Donc il y a le plan au niveau national qui a été adopté donc en mai dernier, en mai 2021, dont on va devoir décliner certaines thématiques au niveau régional. On va aussi construire ce plan avec vous grâce à une concertation qu'on va faire sur ces 2 mois-là. Donc, ça a commencé depuis lundi dernier et jusqu'au 30 octobre. Donc là, sur cette petite slide, vous pouvez voir, il y a le QR code et il y a le lien vers cette plateforme. Donc, c'est sur cette plateforme-ci que vous allez pouvoir contribuer avec nous pour construire le plan régional santé-environnement 4. Donc, sur cette plateforme-là, pour aller un petit peu rapidement, vous pouvez contribuer de 2 manières pour nous aider en fait à définir les priorités au niveau de l'Île-de-France que vous voudriez voir dans ce plan, qu'est-ce qui est important au niveau local. On t'entend plus, Lola. On va te reprendre. Il y a une coupure. Oui, bon, c'est pas grave, je vais enchaîner. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc Lola présentait en effet la plateforme de concertation en ligne qu'ont mis en place les pilotes du PRSE 4 sur laquelle vous pouvez déposer ce qu'ils ont appelé un cahier d'acteurs, c'est-à-dire vos propositions pour le prochain PRSE et répondre à un questionnaire en ligne également pour avoir une idée des enjeux que vous souhaitez prioriser pour ce prochain PRSE. Comme vous l'a dit Lola, donc cette série de webinaires, elle s'inscrit dans justement la concertation autour du PRSE 4. Aussi aujourd'hui, on vous retrouve pour un premier webinaire introductif dans lequel seront présentés les grands enjeux de santé-environnement en Île-de-France, ainsi que 2 outils opérationnels qui permettent aux collectivités d'avoir une meilleure connaissance de l'état sanitaire et environnemental de leur territoire. Et enfin, on aura le retour d'expérience de la ville de Fontenay-sous-Bois, qui s'est appuyée sur les travaux de l'ORS pour engager la ville dans une démarche visant à promouvoir la santé des habitants et prévenir leur exposition. Alors, là, normalement, j'ai arrêté le partage d'écran. Pour débuter le webinaire, nous avons donc proposé à Sabine Host et Jean-Philippe Camard, qui sont tous deux chargés d'études santé-environnement de l'Observatoire régional de santé, donc qui est le département santé de l'Institut Paris Région, d'intervenir pour présenter brièvement un résumé et un condensé, enfin plutôt un condensé en fait de l'état des lieux des expositions environnementales dans notre région. Ces éléments, ils nourrissent le diagnostic santé
qui est réalisé par l'ORS dans le cadre de la révision du projet régional de santé cette fois-ci, mais qui participera également à la priorisation des enjeux du PRSE 4. Alors, pour vous expliquer un petit peu le déroulé, en fait, pendant l'intervention, vous avez la possibilité de poster des questions dans le chat de l'événement. Alors, pour y accéder, il vous faut cliquer sur l'icône Q&A en bas à droite, normalement, de votre écran. Je les relayerai aux intervenants donc après leur intervention. Et pour celles et ceux pour les questions qu'on n'aura pas le temps de traiter, des réponses vous seront envoyées par mail à l'issue de l'événement. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole à Sabine Host et Jean-Philippe Camard. Bonjour à tous, Oui. c'est Jean-Philippe qui va introduire. Je prends la parole ensuite. Ouais, je commence. C'est toi qui passes les diapos, Sabine, je crois. Oui, j'ai Enfin, c'est partagé pas moi en l'écran. tout cas. Ok. Oui, c'est bon. Ok, bon, on peut y aller. Bonjour, déjà. On peut y aller. Donc, alors l'environnement et la santé, comme vous le savez tous, hein, j'imagine, c'est un lien complexe parce que les pathologies en lien avec l'environnement sont non spécifiques et sont multifactorielles. On a souvent des délais entre l'exposition et les effets qui sont longs, des sensibilités individuelles variables en fonction de la période de l'âge, etc. Et intervient aussi l'importance de la perception. On ne perçoit pas forcément tous de la même façon notre environnement. La santé environnementale est un enjeu de santé publique, donc des pathologies qui peuvent être graves, on pense notamment au cancer, des prévalences importantes pour certaines pathologies, des populations particulièrement vulnérables, donc on pense aussi aux enfants, aux femmes enceintes par exemple, et puis des inégalités d'exposition. On n'est pas tous exposés de la même façon aux dégradations de l'environnement. Pour étudier ces enjeux, on élabore des diagnostics qui peuvent être alors la caractérisation des expositions, l'identification des populations exposées et pour finir par caractériser les impacts sanitaires. Donc l'Île-de-France, c'est une région contrastée, donc avec beaucoup de problématiques environnementales, souvent locales. On a une partie très urbaine, très dense, donc avec des pollutions qui vont être plutôt liées à la pollution atmosphérique, à des îlots de chaleur en ville, à du bruit, des carences en espaces verts. On a un cadre de vie pas favorable. On a également dans notre région un passé industriel assez important, donc qui va générer souvent d'anciennes cités sol polluées ou des industries encore présentes. Et puis on a par contre une périphérie très agricole et pour laquelle les enjeux peuvent être différents. On a aussi une région qui est caractérisée par un habitat assez ancien, souvent dégradé, des défauts d'humidité, d'isolation et des taux de suroccupation importants supérieurs à la moyenne nationale. Donc, comme je disais, les pathologies sont non spécifiques de façon générale. En revanche, on a établi maintenant qu'il y avait des liens entre l'environnement et l'apparition de cancers, comme les effets de la pollution de l'air, des sols pollués, de l'amiante par exemple, un impact sur les maladies cardiovasculaires, sur les maladies respiratoires, l'asthme et les allergies par exemple, et sur les maladies neurodégénératives. Donc on a observé des liens avec Parkinson et Alzheimer, avec des facteurs environnementaux. Donc, sans donner de chiffres, il y a beaucoup de chiffres qui peuvent circuler en fonction de la définition qu'on va prendre de l'environnement, parfois elle peut être très large. En tout cas, l'OMS indique que 20% de la mortalité est liée aux facteurs environnementaux dans la région européenne. Et puis, ce qui est intéressant de souligner, c'est que la dimension environnementale, comme déterminant de la santé, est aujourd'hui plus intégrée à l'étude des inégalités de santé en complément des inégalités dites sociales. Donc, il y a une relation entre les inégalités sociales et les inégalités environnementales. Je vous ai mis aussi une déclaration de la stratégie nationale de santé publique en 2013 où les facteurs environnementaux et sociaux, donc là on est vraiment dans des facteurs environnementaux très larges, pèseraient pour 80% dans la constitution des inégalités de santé. Voilà. Suivante. Donc là, je vais démarrer le focus alors sur quelques grands enjeux. Évidemment, on a dû synthétiser.
Et puis Sabine prendra le relais après. Moi, je vais vous parler d'abord de l'habitat dégradé et du bruit des transports. Donc sur l'habitat, on a un certain nombre d'indicateurs qui peuvent nous renseigner sur l'état de l'habitat. Donc on a par exemple l'indicateur un peu classique des parcs privés potentiellement indignes. On peut avoir des indicateurs sur la suroccupation des logements, sur les logements de fortune et sur la précarité énergétique. Tous ces éléments, en fait, ont un impact sur la santé puisqu'ils vont favoriser la diffusion de pathologies du fait de la promiscuité des occupants. On l'a vu pendant la Covid, hein. L'aggravation de maladies préexistantes, la diminution du bien-être global des individus, et puis des diminutions de concentration, difficultés de se reposer, etc., qui peuvent avoir un effet, notamment chez les enfants, sur les retards scolaires. Et puis évidemment, on a des pathologies plus spécifiques, là, pour le coup, donc avec le saturnisme infantile et l'exposition au plomb, et les intoxications au monoxyde de carbone. Donc là, il y a quelques infographies, je ne sais pas si vous arrivez à lire correctement. En tout cas, on se rend compte qu'il y a quand même des disparités dans la région avec des départements comme Paris et la Seine-Saint-Denis qui ont un parc privé potentiellement indigne assez important, enfin plus important que les autres départements. Lorsqu'on regarde un petit peu, on croise un petit peu cette part de PPI avec la suroccupation du logement, donc c'est là. On peut voir qu'en Seine-Saint-Denis, à Paris, c'est un quart et quasiment un quart des logements potentiellement indignes qui sont également suroccupés. Et puis, cette infographie qui vous fait un petit croisement entre le risque saturnisme dans les PPI, où on voit aussi qu'en Seine-Saint-Denis et puis dans le Val-de-Marne, il y a presque un quart des parcs potentiellement indignes qui est construit avant 1949, qui est la date un peu charnière. Avant 49, on a des risques d'exposition aux peintures au plomb, et après moins, enfin ou plus, parce qu'il n'y avait plus l'utilisation de ces peintures. En tout cas, dans la réglementation. Et puis la thématique précarité énergétique, voilà, qui touche en maison individuelle, vous voyez, presque 130 000 personnes, enfin ménages, pardon, qui ont des difficultés de financer, enfin en tout cas de payer leur facture énergétique. La suivante. Donc le bruit. Alors j'ai mis le logo de Bruit Paris. Je m'en excuse d'abord si c'est pas le bon logo, en tout cas s'il n'est pas à jour, parce que j'utilise après énormément, enfin quasiment toutes les informations viennent de Bruit Paris. Quand on regarde les résultats d'une enquête sur 3000 ménages franciliens, on se rend compte que dans la gêne exprimée, enfin la gêne qu'ils expriment à l'intérieur de leur logement, la source est d'abord le bruit des transports. C'est la moitié, avec notamment le bruit routier. Vient seulement ensuite, si je puis dire, le bruit de voisinage. La suite, donc Bruit Paris a mené différentes études, certaines avec l'ORS, notamment pour estimer l'exposition des populations au bruit. Donc là, vous avez cette carte qui vous donne l'exposition au bruit des populations en fonction du dépassement soit du seuil recommandé par l'OMS, donc ça c'est ce qui est en mauve clair, et en foncé, c'est les dépassements des seuils imposés par la réglementation européenne. Donc ça, c'est des croisements qui sont faits à partir de la localisation des ménages et de la carte stratégique du bruit, la carte stratégique de la réglementation européenne, enfin de la directive européenne. Et donc, on n'a pas toute l'Île-de-France qui est concernée, enfin concernée par cette directive. On a la zone agglomérée en rouge et puis les grandes infrastructures. C'est pour ça qu'il y a des zones où il n'y a pas d'exposition, c'est parce que les cartes ne sont pas réalisées dans ces zones-là. Donc ensuite, j'ai repris aussi deux graphiques, je vais vous commenter, de Bruit Paris, donc qui nous indiquent, par exemple pour l'exposition au bruit des transports ici, si on prend le dépassement de l'indicateur Elden, donc, qui est l'indicateur de bruit jour, soir et nuit, donc qui est pondéré, qui donne une part plus importante au bruit du soir et de la nuit, on se rend compte qu'il y a à peu près 15% de la population francilienne de la zone considérée qui est exposée à ces dépassements de seuil, ce qui représente quand même 1,5 million de personnes. Et si on prend l'indicateur LN, night, enfin l'indicateur de nuit, on est sur 5% de la population concernée, en tout cas qui fait l'objet de l'étude. Et donc cette population, en fait, je ne vous l'ai pas dit, c'est 10 millions de franciliens. Donc c'est quasiment toute la région qui est concernée.
Et ensuite, oui, si, j'ai encore une diapo. Alors ça, c'est un autre indicateur euh, un peu composite, hein, c'est aussi des résultats de travaux de Bruy Parif. C'est l'indicateur daily. Alors, je ne sais pas si ceux qui connaissent pas, c'est un indicateur qui a été développé dans les années, enfin assez ancien, qui a été développé par l'OMS et qui permet de comparer les pays entre eux sur à la fois des données de mortalité, enfin des impacts sur la mortalité et des impacts sur la morbidité. Et là, en l'occurrence, pour le bruit, ce qui est étudié comme impact, c'est la perturbation du sommeil, les infarctus du myocarde, les acouphènes et la gêne. Et donc, selon les travaux récents de Bruy Paris, on estime, et en tout cas, cet indicateur, oui, pour préciser quand même, il donne des années en bonne santé perdues. Et donc, voilà, donc d'après les résultats, en 2019, on estimait qu'il y avait à peu près quasiment 11 mois, quasiment un an de chaque année hein, de vie perdue. Enfin, excusez-moi, je me reprends. Chaque année, il y a 10,7 mois par habitant en moyenne au cours d'une vie entière qui sont perdus. Donc les premiers effets imputés, donc c'est les troubles du sommeil, puis la gêne. Et la première source liée à ces délits, c'est le bruit routier. Et j'ai fini, je crois. Je vais laisser la parole à Sabine. Ouais. Sabine, Bonjour à excuse-moi. tous. Oui, Pardon, Sabine, je me permets d'intervenir simplement pour signaler, parce que Jean-Philippe l'a évoqué, que le Promo Santé Île-de-France et le réseau ISE ont travaillé sur une sélection de ressources autour du saturnisme infantile, avec également l'AFVS, l'Association des familles victimes de saturnisme. Elle intéressera en particulier les professionnels de santé, les acteurs de l'aménagement, les collectivités territoriales. Donc, je vais vous envoyer le lien dans le chat. N'hésitez pas à le consulter. C'est une sélection de ressources qui a été publiée en fin de semaine dernière. Voilà. Pardon, Sabine, tu peux reprendre. Merci, Jean-Philippe. pas de problème. Donc, je vais maintenant vous parler des enjeux liés à la pollution de l'air. Donc, présenter les travaux d'une étude récente. Donc, on a regardé l'évolution de la qualité de l'air sur une période de 10 ans, donc en ce qui concerne les particules fines et le dioxyde d'azote. Donc, vous avez ici les cartes d'air par rive. Et donc, vous voyez qu'en 10 ans, la qualité de l'air s'est nettement améliorée. C'est très positif. Et donc, on a pu quantifier en termes de bénéfices sur la mortalité l'impact de ces baisses. Et on a regardé aussi les gains supplémentaires qu'on pouvait attendre si on respectait les valeurs recommandées par l'OMS. Et je le rappelle peut-être pour la plupart d'entre vous, ont été fortement revus à la baisse il y a un an tout juste, donc avec des niveaux à atteindre beaucoup plus bas que précédemment recommandés. Et donc en termes de gains sur la mortalité, cette amélioration de la qualité de l'air a permis une baisse de 40% de la mortalité annuelle, qui représente un gain net de près de 8 mois d'espérance de vie en moyenne par habitant. Donc c'est une baisse qui est un petit peu moins prononcée pour le NO2, qui est de 20%. Donc on a constaté que ces bénéfices concernaient tous les territoires. Donc vous avez le détail là sur la petite infographie par territoire, donc y compris en zone rurale. Donc ce sont des zones qui ne sont pas complètement épargnées par la pollution de l'air, même si bien évidemment les niveaux sont moins élevés. Donc ce travail indique que les actions d'amélioration de la qualité de l'air sont des mesures de santé particulièrement pertinentes et efficaces. On a montré aussi que si on poursuit cette amélioration, on peut encore éviter un nombre substantiel de décès, de l'ordre de 7 900 décès prématurés évitables chaque année en Île-de-France, si on regarde l'impact lié à la fois aux particules fines et à l'ozone. C'est un impact cumulé, donc on n'additionne pas l'impact de l'ozone, parce qu'il y a des effets qui se recoupent avec les particules, et donc ça représente un décès sur 10. Donc ici, on parle de mortalité, mais bien évidemment, il faut penser à toutes les personnes qui sont malades. Donc avant de décéder, on est en mauvaise santé, une mauvaise qualité de vie. Et donc, bien évidemment, les bénéfices seraient aussi considérables du point de vue de l'état de santé général. Donc, c'est des choses qu'on va essayer aussi de documenter à l'ORS. On va poursuivre ces travaux d'évaluation d'impact.
Donc un autre sujet qui a été évoqué en introduction, la problématique des sites et sols pollués. Donc comme l'a dit Jean-Philippe, on hérite d'une longue tradition industrielle en Île-de-France avec aujourd'hui une tertiarisation de l'économie qui se double d'une pression urbanistique qui fait qu'on réutilise d'anciennes friches industrielles pour la construction et donc avec une qualité des sols qui a été impactée par ces activités. Et donc à côté de cette activité industrielle, il y a aussi une problématique spécifique dans le nord des Yvelines et sud du 95 avec des plaines d'épandage. Donc pendant un siècle, on a épandu les eaux usées dans ces secteurs-là et qui ont pu entraîner des contaminations des sols. Donc vous avez en haut à droite la carte des sites connus à l'heure actuelle, hein, puisque à l'occasion de travaux, on peut, des analyses de sol qui sont réalisées, donc on peut découvrir de nouvelles contaminations. Donc le risque sanitaire il peut être direct et indirect, direct via l'ingestion, l'inhalation, direct par le contact avec les éléments contaminés. Et donc vous avez en dessous la petite infographie qui indique le nombre de sites. Donc on en comptabilise à l'échelle de l'Île-de-France un peu plus de 900. Et donc vous avez la répartition par secteur et les surfaces auxquelles cela correspond. C'est vraiment, on passe très rapidement hein, sur les sujets, on aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Hein, mais donc en ce qui concerne la qualité des eaux, donc vous avez en bas à droite, ça donc c'est pour l'année 2018, la carte avec l'indice qui représente l'indice global de la qualité des eaux, donc par unité de distribution. Donc on a des dépassements d'exigence de qualité de l'air. De qualité de l'eau, excusez-moi, recensés le plus souvent de faible ampleur hein, et qui concernent essentiellement la zone rurale. Sur les dernières cartes d'ailleurs, la petite tache verte là n'a plus lieu dans la zone agglomérée. Donc on a globalement une distribution de bonne qualité, le plus souvent compatible avec la consommation, mais bien évidemment en amont, il y a beaucoup de traitements importants qui sont mis en œuvre. Donc il y a aussi bien évidemment des enjeux de protection de la ressource, protection des périmètres de captage et certains captages qui doivent être abandonnés régulièrement. Donc il y a encore un travail à faire à ce niveau-là. Donc vous avez la petite infographie à gauche où finalement on se rend compte qu'en termes de sources, on a quand même des améliorations, des sources qui diminuent, mais globalement une qualité des eaux de surface qui se dégrade du fait de la diminution des débits de cours d'eau qui constitue un facteur aggravant dans la qualité de ces cours d'eau. Donc une vigilance de ce point de vue-là. Qu'en dehors de la qualité de l'environnement, bien évidemment, Jean-Philippe l'a évoqué tout à l'heure, on peut entendre l'environnement dans un sens très large et en particulier tout ce qui a trait au cadre de vie et lié à l'aménagement, l'environnement urbain, l'environnement bâti, donc ce que vous avez représenté sur la petite infographie à gauche, avec aussi l'offre de services, les infrastructures de transport. Donc on a quelques indicateurs qui permettent d'atteindre cet environnement-là, on va dire. Donc on a choisi ici de présenter les problématiques de carence en espace vert. Donc vous avez cette carte là où est représentée la carence. Donc on entend carence en espace vert, un éloignement des populations aux espaces verts de nature ouverts au public. Donc on prend en compte la distance en fait. Et donc il y a un diagnostic qui est fait maille par maille, donc des mailles de 500 mètres par 500 mètres. Et donc avec une prospective en lien avec les projets d'aménagement et donc une carence qui va se renforcer du fait de secteurs qui vont être densifiés, donc avec une création insuffisante d'espaces verts pour améliorer cette offre en espace vert. On vous propose aussi une approche via ce qu'on appelle la marchabilité, donc qui prend en compte la qualité des aménagements, mais aussi les offres de services qui vont encourager les populations à utiliser la marche. Donc ça va rendre le territoire favorable à la marche quotidienne. Donc on a un indicateur qui a été construit là par l'Institut Paris Région qui est présenté ici. Donc on voit là pour le coup que c'est la zone dense qui est plutôt favorable à la marchabilité. Et finalement dans les zones un peu plus rurales, périurbaines, cette offre de service est moindre et au final les gens sont moins encouragés à utiliser ce mode de déplacement. Donc il y a un travail à faire aussi à ce niveau-là. Donc j'ai mis les ressources et les infographies que Jean-Philippe a présentées aussi sont tirées de ce document qui est paru cette année, l'environnement en Île-de-France. Donc il y aura le lien là dans le diaporama
qui documente thème par thème tous ces enjeux, et donc vous retrouverez toutes ces infographies détaillées. Quelques mots sur la problématique de chaleur et santé. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de convaincre la plupart d'entre vous qui ont vécu l'été dans nos régions. Donc, la chaleur qui est responsable d'un grand nombre de décès. Donc, vous avez illustré ici les nombres de décès qui ont été quantifiés liés à l'exposition à la chaleur entre 2014 et 2019, donc à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle de l'Île-de-France. Donc, un nombre considérable. Un impact considérable, donc avec plus la gravité des effets est importante, moins le nombre de personnes impactées va être concerné. Mais quand on est sur des effets plus de registre des pathologies, une plus large population va être concernée, avec ces effets liés à la chaleur qui vont s'accentuer quand on regarde les prospectives, avec des canicules qui vont de plus en plus intenses et qui vont durer de plus en plus longtemps. On voit ici sur ce graphique en bas à droite la rétrospective, donc avec l'année 2003 qui reste une année exceptionnelle. Donc on n'a pas placé l'année 2022, mais je suppose que elle va ressortir parmi les années un peu atypiques et qui vont probablement devenir la norme dans les années à venir. Donc un enjeu très fort et qui est exacerbé par l'environnement urbain. Donc on a mené des travaux en partenariat avec Santé publique France qui ont permis de mettre en exergue que les zones les plus urbanisées, les plus minérales, les plus imperméabilisées, dans ces zones-là, le risque de mortalité lié à l'exposition à la chaleur était augmenté de 18%. Donc il y a un levier d'action très important pour réduire les risques liés à la chaleur dans les zones très urbanisées. Et donc vous avez le découpage par grande région, la proportion de ce qu'on appelle les îlots de chaleur, les îlots avec effet de chaleur. Et donc par exemple à Paris, 99% du territoire est concerné par ces effets d'îlots de chaleur, avec une accentuation du risque lié à la chaleur. Enfin, il est intéressant de regarder une à une tous ces facteurs de risque. Il est aussi intéressant de regarder comment ils se cumulent sur le territoire. Donc c'est un travail qui a été le résultat de cette carte, le résultat d'un travail qui a été mené dans le cadre du PRS3, mais je vais détailler dans un deuxième temps du webinaire la méthode qu'a utilisée. Je vous présente seulement les cartes, donc qui s'intéressent à 6 facteurs environnementaux. Donc la pollution de l'air, la consommation d'eau, le bruit des transports, cité sol pollué, cité industrielle, et aussi un indicateur de cadre de vie. Et donc en regard sur le territoire, le cumul de ces expositions, voici le rendu en termes de carte. Donc les mailles représentent les 5% de mailles habitées les plus impactées, donc qui ont le plus de cumul de ces expositions. Et donc ce travail, ce scoring un deuxième score a été proposé qui prend en compte la sensibilité, la vulnérabilité des populations et aggrave les risques liés à ces expositions. On propose une carte qui module ce score en fonction des caractéristiques de la population. Et quand on croise cette carte avec la défaveur sociale, donc à droite là je vous propose une carte de la défaveur avec donc la population qui est catégorisée en 5 catégories de niveau social. Donc en rouge les populations les moins favorisées. Et quand on regarde comment se répartissent ces populations au sein de ces différentes classes, donc plus le score est important, plus les expositions et le nombre de facteurs de risque auxquels on est exposé est élevé. Et donc on voit clairement qu'il y a une surreprésentation de ces populations les plus défavorisées. Donc des enjeux de multi-exposition et d'inégalité d'exposition, comme le disait en introduction Jean-Philippe, qui se conjuguent avec les inégalités sociales. Donc je vous remercie pour votre attention et c'est vraiment très rapide, on a vraiment beaucoup de choses à dire et donc il y a un petit temps pour les questions, je crois, et on pourra revenir sur certains aspects si vous le souhaitez. Merci beaucoup Sabine et Jean-Philippe pour l'effort de synthèse qui est pas évident. Il y a eu quelques questions dans le chat au sujet de la pollution de l'air, Sabine.
Une personne demande pendant ces 10 dernières années quelles sont les mesures qui ont permis la réduction de la pollution de l'air, mesures phares, et on a une question aussi sur les modélisations pour évaluer l'impact des mesures de réduction de la pollution de l'air. Y en a-t-il Alors sur la première question, l'évolution, elle est essentiellement liée à l'amélioration des motorisations, donc avec des véhicules routiers de moins en moins parce que les normes sur les motorisations sont de plus en plus drastiques, les fameuses normes Euro, et c'est ce qui motive aussi des mesures comme la mise en œuvre de zones à faible émission, où l'idée c'est de sortir de la circulation les vieux véhicules qui sont vraiment beaucoup plus polluants que les véhicules plus récents. Donc c'est essentiellement lié à ça. Après, il y a tout un tas de mesures de réduction du trafic routier en particulier, donc avec une baisse régulière de l'intensité du trafic routier, en particulier à Paris, avec beaucoup d'aménagements qui contribuent à ça. Et sur l'évaluation des mesures, il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés par Airparif. J'évoquais la ZFE, zone à faible émission, qui des évaluations qui sont prospectives. Donc il y a un dimensionnement de la mesure qui est prévu, qui se met en œuvre en étapes, et donc en fait, il y a des modélisations qui sont faites par Airparif pour évaluer l'impact attendu sur la baisse des émissions et l'amélioration de la qualité de l'air. Merci beaucoup. Une autre personne dans le chat demande si on a des données de santé qui illustrent la prévalence des maladies dans ces points noirs environnementaux. Elle évoque les données de l'assurance maladie. Alors, les données de santé, déjà, on les a à difficilement en dessous de l'échelle communale, donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes échelles. Donc, au sein d'une commune, on peut avoir des zones beaucoup plus impactées que d'autres, donc c'est très difficile de relier l'état de santé des populations aux expositions avec ces approches écologiques. Donc ces travaux-là sont menés plus dans le cadre d'études épidémiologiques, des suivis de cohortes sur des longues périodes. C'est plutôt avec ce type d'approche qu'on documente l'impact de ces expositions. Et c'est très difficile encore justement de prendre en compte la multi-exposition. Donc c'est souvent facteur par facteur de risque quand on regarde les expositions. Donc il y a encore beaucoup de recherches à mener justement pour caractériser l'impact de ces multi-expositions. C'est des travaux de plus en plus, menés avec de plus en plus d'intensité. On parle d'exposome, où on prend en compte vraiment l'exposition, toutes les expositions tout au long de la vie. Et donc il y a beaucoup de travaux de recherche dans ce domaine-là. Très bien, merci. Alors, je vous propose maintenant de passer à la présentation des deux outils de l'ORS et d'avoir à la suite un retour d'expérience de la ville de Fontenay-sous-Bois qui s'est justement intéressée à ces diagnostics de multi-exposition pour construire son action publique. Et enfin, on prendra un petit temps d'échange donc afin de recueillir les idées des intervenants et intervenantes afin d'inciter davantage les collectivités à investir le plan régional santé-environnement. Je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions dans le Q&A, donc qui est en bas à droite de votre écran normalement, et puis elles seront relayées à l'issue des présentations ou par mail, où on vous enverra une réponse par mail si on n'a pas le temps de les traiter. À toi, Jean-Philippe. Ouais, c'est réactivé. Donc, je partage mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. Ok, je ferme ça. Donc, je vais vous présenter donc une application cartographique qui permet de mettre à disposition toute une batterie d'indicateurs de santé et d'environnement. Donc c'est un travail qui est issu d'une action du PRS3
Donc voilà, qui est actuellement en ligne depuis, vous pouvez accéder à cette application depuis le site internet de l'ORS. Donc on a dû, dans un premier temps, sélectionner et les indicateurs et les thématiques à aborder. Et pour cette sélection, on a d'abord fait à l'ORS une revue des différents tableaux de bord qui pouvaient exister sur cette thématique, enfin, sur la santé et l'environnement. Donc tableau de bord, qu'il soit papier ou sous format plateforme Internet. C'est également fait l'objet d'un groupe de travail du réseau IC, dans lequel on a pu avoir des échanges avec les différents fournisseurs de données, mais pas que, avec aussi toute personne intéressée par le sujet. On a choisi une échelle géographique qui est celle de l'EPCI, et ça en résonance avec ce que vient de dire Sabine sur la disponibilité des données, notamment les données de santé, pour des raisons de secret statistique, souvent, ou même de variabilité, on ne peut pas présenter à des échelles communales, notamment pour les communes les plus petites. Donc, on arrive d'abord sur une page d'accueil avec les différents logos des différents partenaires et principaux fournisseurs de données. Et ensuite, on ouvre l'application. Tac, tac. Et vous voyez l'application. Question. Oui, parfaitement. Ah, super. Donc voilà, l'application, elle se présente comme ça. Alors, peut-être que vous êtes déjà allé sur des cartovises. C'est un cartovise, en fait, c'est juste des applications développées par l'Institut Paris Région. Donc, c'est formaté dans la présentation, dans l'esthétisme. Donc, peut-être que ça vous parle. Sinon, ça se présente de la façon suivante. Vous avez deux grands blocs. Un premier bloc à gauche qui est la carte de l'Île-de-France à l'échelle de l'EPCI, où vont être cartographiés, dessinés tous les indicateurs. Et sur la partie de droite, on a la liste des indicateurs. Alors, c'est dynamique, c'est-à-dire que, bon, je vais prendre un autre, je vais prendre le taux standardisé de mortalité générale. Donc, par exemple, si je clique sur cet indicateur, j'ai mon territoire qui est sélectionné par défaut, qui est Paris-Val-de-Marne, qui est ici en bleu là-bas. Et donc, quand je clique sur le territoire, j'ai tous les indicateurs de ce territoire, de ce tableau qui s'affiche. On a pour chaque indicateur la valeur de l'indicateur sélectionné. Donc là, par exemple, 195 pour 100 000. On a la valeur minimale. Donc ça, c'est le territoire, l'EPCI, enfin l'intercommunalité la plus faible pour cet indicateur de la région. On a le max, donc ça, c'est l'interco la plus élevée de la région. On a la valeur de la région, Île-de-France, et on a la valeur de la France métropolitaine, ce qui permet un peu de situer le territoire par rapport aux autres. Donc, comme je vous le disais, c'est dynamique. Si je clique sur un autre territoire, par exemple celui-ci, tous les indicateurs vont se mettre à jour, vont être rechargés et se mettre à jour, et je reste toujours sur mon indicateur sélectionné, mais je peux sélectionner un autre indicateur et la cartographie va se mettre à jour aussi. Donc, globalement, on a trois types de représentations. On a des nombres, donc ça, on a des cercles proportionnels. On va avoir des taux. On en aura beaucoup, notamment sur les données de santé, des taux standardisés de mortalité ou de morbidité. Et puis, on a des niveaux. Donc, voilà, trois types de représentations. Donc, les niveaux de mortalité ou de morbidité, pour ceux qui connaissent et connaissent pas, en fait, c'est on compare, on prend une base, donc la région, Île-de-France, et on regarde si le territoire il est supérieur, sa valeur est supérieure à la moyenne, à la valeur régionale ou inférieure. Si c'est statistiquement significatif. Donc c'est un autre mode de représentation de l'information qui permet de se situer assez facilement au-dessus ou en dessous de la moyenne régionale. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté? Je devais vous montrer. Oui, alors les indicateurs, comment on les choisit? C'est ici. Dans ce menu déroulant, on a tous les indicateurs qui sont regroupés en 5 grands chapitres. Donc il y a le contexte régional, donc ça c'est un petit peu ce que vous voyez à l'écran, c'est des données un peu de contextualisation, donc sur la mortalité générale, sur l'espérance de vie. Population sensible à l'environnement, donc là on va avoir les personnes âgées, les enfants et aussi les personnes en situation de précarité. Le cadre de vie, donc ça c'est un peu des indicateurs sur les espaces verts. On a un chapitre sur les enjeux sectoriels et les pressions.
donc agriculture, industrie, transport, pression humaine, changement climatique, des indicateurs sur l'état des milieux et l'exposition des populations, sur l'air extérieur, l'eau de consommation, pollution des sols, nuisances sonores, habitat, et zone de multi-exposition qui a été récemment rajoutée. Ça, c'est les travaux de Sabine qu'elle va vous détailler tout à l'heure. Donc, on a pris quelques indicateurs qu'elle va vous montrer pour les mettre dans cette application. On a des pathologies en lien avec l'environnement, cancer, maladies circulatoires, respiratoires, neurologiques, consommation de médicaments, troubles endocriniens. Donc là, c'est des pathologies en lien avec l'environnement, c'est ce que je disais au tout début. On n'est pas sur les pathologies spécifiques, mais on a quand même réussi à avoir quelques informations sur des pathologies plus spécifiques. Et donc là, on a repris les indicateurs des travaux présentés tout à l'heure par Sabine sur la mortalité et la pollution de l'air. Et puis, espérance de vie, nuisance sonore, ça c'est les fameux délices que je vous montrais tout à l'heure. Donc là, on n'est plus sur des pathologies spécifiques puisque c'est des évaluations quantitatives des risques qui ont été faites. Autre chose à vous montrer, on a 3 onglets, donc, ce qui nous ont permis d'apporter un peu plus d'informations qu'un tableau de bord classique où on a des chiffres. Donc, on a d'abord un premier onglet où on rappelle les sources et la définition de l'indicateur qui peut, vous allez voir, par exemple, si je prends Habitat, c'est un indicateur qui est un petit peu... je retourne dans l'indicateur. Donc, le parc privé potentiellement indigne, qui est un indicateur un petit peu... qui est pas très exhaustif, qu'on peut pas trop comparer au niveau par département. Donc, en fait, voilà. Par exemple, cette partie définition et sources, ça nous permet de mettre toutes les précautions d'utilisation, par exemple, d'un indicateur. Un texte qui nous a été fourni par l'Adril, donc qui permet de mettre quand même certains warnings s'il y a besoin. Et puis vous allez voir, quand on prend des indicateurs de morbidité, alors là aussi c'est peut-être la question qui était posée tout à l'heure, c'est que depuis la version précédente, on a pu mettre beaucoup d'informations sur la morbidité grâce aux données de l'assurance maladie et qui reprennent, qui sont assez maintenant beaucoup plus exhaustives en tout cas que ce qu'on prenait avant, qui étaient les ALD, les affections pour longue durée. Et par exemple, si je vous montre les données sur le diabète, donc là on a des données sur le diabète, ça nous permet de détailler vraiment tout ce que cet indicateur représente. Qui est concerné par cet indicateur? Donc là c'est un indicateur de morbidité qui est très précis. On a les délivrances de médicaments, on a les fameux ALD, mais on a aussi d'autres critères qui sont pris en compte. Ça, c'est ce qu'on n'avait pas avant. On avait quelques ALD qui n'étaient pas très précises, enfin, qui n'étaient pas exhaustives en tout cas. Et là, on est sur la morbidité, on commence à être bien. Et puis, vous avez un autre onglet, en savoir plus. Donc là aussi, c'était pour un peu enrichir tout ce tableau de bord. Ça nous permet, je vais prendre air extérieur par exemple, d'avoir du texte avec soit des données de contexte, un peu générales, sur les effets sanitaires de la pollution de l'air. Action-réponse, donc la surveillance de l'air, par exemple, la réglementation, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ces problèmes de pollution de l'air. Et puis, un onglet ressources, où là, on a accès à d'autres sources d'informations. Donc, vers les partenaires, donc on retrouve vers Paris, bien sûr, mais d'autres. Je crois que c'est tout sur l'appli. Bon, après, vous pourrez me poser des questions. L'idée, c'est pas que je vous montre tous les indicateurs, hein, sinon vous allez craquer. Ce que je peux rajouter en perspective, donc ce qu'on souhaiterait faire pour cette application, c'est sans trop les multiplier, hein, ajouter certains indicateurs qui manquent. Je pense que, par exemple, on n'a pas trop d'indicateurs sur l'état de l'environnement, sur l'état des milieux. Sabine aussi évoquait la problématique des eaux de surface. Donc, c'est intéressant d'avoir ce genre d'indicateur. Et puis enrichir la partie pathologie spécifique. Je pense particulièrement au saturnisme infantile, pour lequel c'est difficile d'avoir des données, en tout cas à l'échelle de l'EPCI. Difficile encore aujourd'hui, mais il y a des travaux qui sont réalisés par la cellule interrégionale d'épidémiologie, donc on devrait, je pense, enrichir cette partie-là sur les pathologies spécifiques. Et puis voilà, et puis surtout, prochain développement prévu pour 2023, ce sera de pouvoir générer des sorties
des sorties de tableau de bord à façon pour chaque EPCI. Donc là, la question qui va être, il y a 233 indicateurs en fait, hein, en tout. L'idée, c'est pas, je pense qu'il ne faudra pas faire un document, enfin générer un document avec 233 indicateurs. Donc, une étape importante pour nous, ce serait de recueillir, alors comment, je sais pas trop, mais recueillir en fait les besoins des différentes intercommunalités sur les données qu'ils souhaiteraient avoir à disposition de manière un peu plus personnalisée, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est un travail qu'on mènera l'année prochaine. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai pas été trop long. Merci beaucoup. Alors là, ça va être vraiment nul avec ce truc. Normalement, c'est en bas, il y Arrêtez a de écrit partager. C'est bon, arrêter de t'as partager. trouvé. Voilà. Ok, c'est bon. Je prends le relais. Alors, il y a une personne qui demande si ces indicateurs et sources sont utilisables, enfin libres de droit pour des présentations professionnelles de PowerPoint. Oui, c'est sur notre site internet, donc c'est utilisable, hein. Euh, je vous ai pas, ah ouais, je vous ai pas montré ce petit truc qu'on a rajouté aussi, c'est que pour certaines pathologies, euh, il y a un warning, hein, c'est-à-dire que les données il y avait trop de variabilité dans les données. Je disais aussi tout à l'heure sur les données santé, c'est-à-dire que si c'est par exemple un territoire où il y a entre chaque année il y a des évolutions, enfin je sais pas si par exemple il y a 2 cas une année et puis l'année d'après il y a 5 cas, quand on fait il y a trop de variabilité, donc on met un warning, on calcule un coefficient de variation et à partir de si le coefficient de variation est trop bas, on ne présente pas la donnée. Donc sur certains cas, sur certaines pathologies, peut-être qu'il y aura du blanc, enfin, il y aura pas, ce sera pas cartographié. Et sur d'autres, il y a une petite étoile rouge avec une infobulle qui dit attention, indicateur à prendre avec précaution. C'est des choses à rajouter, mais au-delà de ça, les données sont. Ok, merci. Ça, c'est bien. Je prends le relais. Donc, je reviens sur le contexte d'élaboration des cartes que j'ai présentées tout à l'heure. Donc, l'objectif était d'identifier à l'échelle de l'Île-de-France donc les zones géographiques surexposées qui cumulent plusieurs problèmes environnementaux. On a recueilli pour cela plusieurs données environnementales et données de population. Donc, on a élaboré une méthodologie et l'idée était de diffuser, faciliter l'accès à ces données. Donc, c'est des travaux qui ont été menés, comme j'ai dit, dans le cadre du PRSE 3 et donc qui ont prolongé aussi un premier travail qui avait été fait dans le cadre du PRSE 2 avec une première géographie de la multi-exposition. Donc, je reviens là-dessus et qui avait fait l'objet aussi d'un cartovis. Je reviens là-dessus pour ceux qui sont familiers déjà de ce premier outil, cette première géographie qui a été proposée pour vous présenter les évolutions donc entre cette première version et puis la version que vous présentez maintenant. Donc, on a gardé les 5 composantes qui étaient déjà utilisées dans le PRSE 2 et on a rajouté une composante cadre de vie. Donc, quelqu'un dans la question demandait si les îlots de chaleur urbains avaient été pris en compte. On a construit un indicateur composite de cadre de vie dans lequel on a inclus cet aspect-là. Donc, on a gardé le même maillage. Donc, il s'agit des mailles de 500 mètres de côté. Donc, à l'échelle de l'Île-de-France, ça représente un peu plus de 48 000 mailles. Et donc l'évolution la plus importante, hein, ces deux approches, c'est qu'on passe d'une approche binaire, donc où on avait défini des seuils, en l'occurrence par exemple pour la pollution de l'air ou le bruit, on s'était basé sur les seuils réglementaires, donc c'était on dépasse le seuil, oui, on dépasse pas le seuil, non. Et à une approche continue où on prend en compte toute la gamme de concentration pour ce qui concerne la pollution de l'air, la gamme d'exposition au bruit. Et donc, on passe d'un indicateur qui était dichotomique, 0 à 5 nuisances, à un indicateur, un scoring qui est continu et donc qu'on exprime sur une échelle de 0 à 100. Donc, plus on est à un score élevé, plus la maille est exposée à la fois à un nombre de nuisances important et des niveaux là où des nuisances qui peuvent être importants. Donc, c'est vraiment le cumul de tout ça. Donc, je vais pas détailler ça, vous aurez aussi les supports. Donc pour dire qu'on a
construit un score individuel pour chaque composante environnementale. Donc ça se présente comme ça. Et donc comme je l'évoquais, pour on a reconstruit un indicateur de cadre de vie à partir de ces trois composantes, donc les îlots de chaleur urbains, la carence en espace vert et les caractéristiques du territoire défavorable à la marche. Donc on a combiné, donc on a obtenu ce 6e indicateur. Et donc on a agrégé, on a reconstruit ce score, donc on a fait une moyenne arithmétique, et donc on a obtenu cette carte de synthèse présentée tout à l'heure. Et donc cette deuxième carte. Et donc je vais maintenant vous présenter l'application. Alors une application qui est en cours de développement. Donc là c'est vraiment une maquette, c'est pas tout à fait terminé. Donc au niveau des textes, tout ça, il y aura des ajustements. Elle est suffisamment avancée pour que je puisse aujourd'hui faire la démonstration. Donc, quand on démarrera l'application, on arrivera sur cette carte avec, comme le présentait tout à l'heure Jean-Philippe, c'est un peu le même principe, hein, la possibilité de zoomer, de se déplacer sur le territoire. Et donc, à partir d'un certain niveau de zoom, on fait apparaître une information supplémentaire qui concerne la présence de population avec des ronds proportionnels à la taille de la population de la maille. Donc, en haut à gauche, vous pouvez dérouler la petite donc elle n'est pas complète, il manque justement l'information sur les populations. Et donc à partir de là, on peut cliquer n'importe quelle maille du territoire. Je prends cette maille-là au hasard. Et donc le volet de droite affiche une information. Tout d'abord, l'information concernant la maille avec le détail du score. Et donc on accède aussi à la contribution, à la part de contributif de chaque composante environnementale. Quand on passe au survol, le pourcentage s'affiche. Donc pour cette maille, on a un score de 33 et donc la pollution de l'air contribue à 48% à ce score. Et donc on a le détail comme ça pour chaque maille. Donc ici, on voit que le nombre de facteurs est plus important et on voit la part relative de ces différents facteurs. Et donc on peut donc quand on clique sur la maille apparaît cernée de rouge, également le territoire dans lequel elle se situe. Et donc on a travaillé aussi à l'échelle des intercommunalités, comme vient de présenter Jean-Philippe. Et donc quand on déroule le menu, le sous-menu territoire, on a un résumé de la situation pour le territoire. Et donc on a dichotomisé notre score là, en 6 catégories. Donc plus le score est élevé, je rappelle, plus la problématique de multi-exposition est intense. Et donc on a la part de mailles concernées par chaque catégorie au sein du territoire avec la comparaison régionale et la part de population. Donc on vous ai présenté tout à l'heure ces deux scores. Donc sur ce premier rond, on présente cette première carte. Et la deuxième carte correspond au deuxième score, donc qui prend en compte les caractéristiques de la population. Donc c'est le score d'environnement qui est en quelque sorte pondéré, en tout cas aggravé si les populations résidentes dans la maille ont des facteurs de sensibilité plus importants qu'ailleurs, ou au contraire atténués dans le cas inverse. Et donc de la même manière, quand on clique sur la maille, on a le score qui s'affiche et où il se situe sur la gamme de scores, et les informations sur les caractéristiques des populations. Donc pour construire ce score, on a combiné ce score d'environnement avec deux scores, score de difficulté à faire face qui est basé sur la défaveur sociale, et un score de sensibilité donc qui est basé sur les 3 facteurs de sensibilité de la population qui sont présentés ici, détaillés ici. Donc en l'occurrence le taux de population des moins de 5 ans, le taux des 65 ans et plus, et aussi un indicateur de santé. Donc ce sont des indicateurs, en l'occurrence cet indicateur-là est obtenu à une échelle plus large, donc on appelle des indicateurs contextuels. Donc un petit bémol, comme le disait tout à l'heure Jean-Philippe, hein, pour les faibles effectifs, hein, à la signification de ces valeurs. Et donc comme pour la première carte, on peut afficher le résumé pour le territoire. Et donc on a développé un 3e onglet. Là je vais revenir sur la présentation parce qu'il est encore en chantier. Je serai plus à l'aise. Donc
tout ça, là, cette explication c'est sous forme de slide, donc vous l'aurez, on vous le transmettra diaporama, donc vous aurez une trace de ce que je viens de dire. Donc pour ce dernier onglet, l'idée c'était de relier le diagnostic à l'action. J'ai vu que dans le chat il y avait des questions. Bien évidemment, on va pas s'en tenir à la photo. L'idée derrière c'est de déclencher une action. Donc ce qu'on propose c'est donc un croisement des mailles les plus impactées. Donc là on affiche en bleu que les mailles, donc celles qui étaient dans les valeurs les plus élevées de score, avec les projets d'aménagement. Donc avec un système de couleurs, je vous ai mis ici la rosace. Quand on superpose en fait deux ou trois notions, on a une nouvelle couleur qui se forme. Et donc l'idée est de se dire que lorsqu'on a des projets d'aménagement, ce sont des occasions pour prendre en compte ces facteurs, en tout cas dans le projet d'aménagement, intégrer des problématiques environnementales, de multi-exposition environnementale pour faire évoluer le projet, pour améliorer la situation, ou quand on est dans un cas de renouvellement urbain, de densification, vraiment prendre en compte le fait qu'il ne faut pas aggraver la situation. Je propose cette cartographie avec dans le volet de droite le détail, enfin des précisions concernant les projets de renouvellement urbain, donc savoir s'il s'agit de quartiers durables, et un autre, alors ça apparaît pas là, j'en reviens au-dessus, les programmes dans le cadre financé par l'ANRU, les programmes de renouvellement urbain. Donc on a des précisions, sachant que l'Institut Paris-Région propose un cartovis dédié sur ces projets d'aménagement, et donc on vous renverra aussi sur ce cartovis pour avoir tout le détail concernant les projets d'aménagement. Donc c'est vraiment juste un résumé de cette information qui est beaucoup plus riche par ailleurs. Et donc ce qu'on propose pour ce qui est du résumé pour le territoire, donc là on va rajouter justement un petit résumé qui va quantifier le nombre de projets d'aménagement qu'on a sur le territoire. Et ce qu'on propose aussi, donc c'est une information supplémentaire qui a pas du tout de rapport, qui n'est pas du tout représentée sur la carte. On a identifié un certain nombre d'engagements de la collectivité. Ça peut être comme par exemple faire partie du réseau ISE, ou alors mener des politiques spécifiques de santé environnementale, avoir un contrat local de santé, alors que pas forcément orienté santé-environnement, mais en tout cas, ce sont autant d'opportunités pour mieux prendre en compte ces enjeux. Donc l'idée, c'est aussi d'interpeller et de mettre en valeur aussi les collectivités qui mènent des choses sur leur territoire dans ce sens. Et donc un dernier... dans ce qu'on propose aussi, ce sont des liens vers des ressources. Donc il y a un travail qui est fait, qui est en cours, qui a été mené au niveau, dans le cadre d'un projet européen par l'Agence régionale de la biodiversité, qui fait partie de l'Institut Paris-Région, un programme qui s'appelle ReGreen, et qui est un outil, donc un cartovis qui est en train d'être développé pour mettre à disposition un outil spécifique d'analyse des zones potentiellement désimperméabilisables et renaturables. Et donc ça fait vraiment le lien, c'est très complémentaire à ce qu'on propose ici, avec des propositions de solutions concrètes, des solutions fondées sur la nature, avec tout un ensemble de ressources. Donc il y aura ce lien là vers ce cartovis qui est en train d'être élaboré, donc qui va bientôt être mis à disposition, qui a un bon calendrier. Et aussi on a préparé une liste de ressources, des liens vers des guides plus opérationnels, des guides pour agir, les différentes thématiques. Un guide, par exemple, qu'évoquait tout à l'heure Célia, les carnets pratiques santé urbanisme. Donc typiquement, on a mis ce type de ressources avec les liens internet. Les guides sont tous des guides institutionnels publics. Et donc l'idée vraiment, c'est de passer du diagnostic à l'action. Donc en conclusion, donc ce travail-là a fait l'objet d'un rapport. Donc ceux qui veulent approfondir la méthodologie, vous avez vraiment tout le détail de la manière dont a été construit ce score, hein, et des premières analyses, avec une carte de synthèse sous forme de poster qui offre une autre manière de présenter cette information. Et donc cet outil de visualisation qui permet d'interroger à la maille, d'avoir le détail sur les contributions des différentes composantes, des indicateurs, des résumés au niveau du territoire, et les liens
vers l'action. Donc, c'est vraiment un outil d'interpellation, d'aide à la décision pour les acteurs locaux, qui permet une nouvelle base pour l'analyse locale des contextes et des enjeux de santé environnementale, pour vraiment mieux intégrer ces enjeux-là aux réflexions, aux décisions sur l'aménagement, et donc à prendre en compte dans les diagnostics préalables pour élaborer les plans régionaux, les plans locaux de santé publique, et en particulier dans le cadre du PRSE 4, on espère que cet outil-là permettra d'orienter les futures actions. Et j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, les présentations sont très denses, mais on a tenu à inviter une collectivité, donc en l'occurrence Fontenay-sous-Bois, qui justement, elle, a utilisé ces outils d'aide à la décision pour construire sa politique publique. Donc, je demande à Fabienne Baudu de nous rejoindre. Fabienne Baudu est la directrice du secrétariat général au développement durable et à la ville en transition de Fontenay-sous-Bois, qui est également membre du réseau. Je vous laisse la parole. L'idée, c'est vraiment de voir pourquoi, en tant que collectivité territoriale, mettre à l'agenda la santé environnementale. L'idée est aussi d'ouvrir la discussion avec les gens dans le chat et notamment en vue de nourrir le prochain PRSE 4, le prochain PRSE. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Fabienne. Merci, Célia. Alors, je partage mon écran avec vous. Bonjour à tous. Je m'appelle Fabienne Baudu, donc je suis la directrice du secrétariat général au développement durable et à la ville en transition. Je n'ai pas pu faire la bascule. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. On voit votre PowerPoint. Là, il défile pas, mais... D'accord. Alors. Non, sinon repartagez-le. Oui, je recommence, mais j'essaie du coup de retrouver l'écran. Voilà. Je recommence. On t'entend pas, Fabienne. On t'entend pas. Le micro est coupé, Pascal, est-ce que tu pourrais le réouvrir peut-être? Non, non, il n'est pas coupé. Voilà. Non, on vous entend pas, Fabienne. Toujours pas. Et là, est-ce que ça fonctionne bien? Oui, très bien, on vous entend là. Bon, d'accord. Alors, je repartage mon écran. Ouais. Partage. Je repartage l'écran. Hop. Donc, je vous présente aujourd'hui le guide aménagement et urbanisme favorable au bien-être et à la santé. Dès que je le retrouve. Alors, désolée, ça fonctionne très bien quand on essaye, voilà. Et là, je le vois, il est affiché chez moi, mais je n'arrive pas à le partager. En attendant, je peux apporter peut-être une précision sur une question. Il y a une question sur les données pathologies. Est-ce qu'elles peuvent être caractérisées à l'échelle communale pour que les politiques locales puissent être mieux adaptées? Donc, comme l'a dit Jean-Philippe, il y a peu de données de santé disponibles à l'échelle communale. Et c'est aussi pour ça que l'échelle de l'EPT a été choisie comme échelle territoriale pour l'outil de Jean-Philippe Camard. C'est bon, ça fonctionne, Fabienne. Merci pour cette transition, Célia. Donc voilà, donc je vous disais, je suis très fière de vous présenter aujourd'hui le fruit d'un beau travail collectif, donc de ce guide aménagement et urbanisme favorable au bien-être et à la santé, donc qui est un référentiel contextualisé à l'échelle de Fontenay-sous-Bois. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Fontenay,
Nous sommes donc une ville de la petite couronne francilienne de 54 000 habitants répartis sur 5,5 km². Je vous ai mis ici quelques caractéristiques de la ville. C'est une ville qui est sur 2 versants. J'ai mis un petit vélo, c'est pas du tout plat. Une grande coupure urbaine entre donc le quartier dit des Alouettes dont je parlerai tout à l'heure et puis le reste de la ville séparé par et l'autoroute A86 et le RER E et le RER A. Comme le disait tout à l'heure Jean-Philippe, on est dans une zone de multi-exposition comme dans plein d'endroits d'Île-de-France et on a des espaces publics assez contraints avec notamment des trottoirs assez étroits. Mais nous avons quand même de nombreux espaces verts. On est sur une trentaine de mètres carrés, près de 35 mètres carrés d'espaces verts par habitant, avec des jardins partagés. On a une grande diversité culturelle et une grande mixité sociale qui sont une des richesses de la ville. Une forte volonté des élus également, dont de plusieurs élus sur les questions environnementales et notamment de santé. Et des équipes d'agents et agentes municipales très impliquées par rapport à toutes ces questions de service public. Donc la recette qu'on a suivie pour faire ce guide d'aménagement, donc je le disais, une forte volonté politique de s'engager sur ces questions-là. Quelque chose que je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'on a à peu près 20% de la population qui a en dessous de 14 ans et à peu près aussi 20% de la population qui a au-dessus de 60 ans. Donc ces questions environnementales et de santé sont particulièrement prégnantes. On est dans une ville, donc autre illustration de la volonté politique de la ville, des engagements de longue date que je ne vais pas détailler ici, mais je pourrais les tenir à votre disposition. Mais on adhère depuis 2000 à l'association Priartem sur les technologies électromagnétiques. On est adhérent de l'Agence locale de l'énergie et du climat, adhérent du réseau des villes OMS et signature de la charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens, pour ne citer que cela. On est outillé aussi sur les questions de santé, donc via un contrat local de santé mentale depuis 2015 et via un contrat local de santé, autant pour moi, et un conseil local de santé mentale depuis 2015. Et puis, l'opportunité qui s'est présentée à nous par l'appel à manifestation d'intérêt piloté par l'ADEME et l'ARS en 2019 sur donc santé environnementale et aménagement durable 2. Donc, qui nous a permis d'avoir une subvention de l'ARS, puis une subvention de la DRIEAT, que je remercie à l'occasion encore une fois pour leur confiance. Une équipe de choc, une élue à la santé environnementale qui nous écoute, très impliquée, l'Observatoire régional de la santé, donc Sabine ici présente, qui était aussi à nos côtés, Nicolas Laruelle de l'Institut Paris Région, différents collègues de l'habitat, du développement urbain, les cartographes chez moi extrêmement impliqués aussi, et puis le bureau d'études Viséa qui nous a accompagnés dans cette aventure. Une forte mobilisation des acteurs et des actrices du territoire, à la fois des collègues mais aussi des associations et des individus. Et donc tout ça a mené à donner naissance à ce guide qui est en ligne. On pourra vous donner évidemment le lien pour le retrouver. Alors en quoi consiste ce référentiel? Alors c'est pas en fait un seul guide. Il y a proprement parlé un guide de recommandation sur lequel je pourrais revenir, qui se promène avec sa grille d'auto-évaluation, qui est le tableau de bord du projet qui va faire l'objet d'une auto-évaluation par le promoteur qui vient proposer un aménagement sur le territoire de la ville et qui sera un outil de dialogue en fait justement avec ce promoteur. Et puis en corollaire de ça, on a choisi, alors là on est vraiment en écho avec les outils que viennent de présenter Jean-Philippe et Sabine, 2 diagnostics par quartier.
Donc là, on est toujours sur cette échelle de l'Iris, donc un peu à peu près à l'échelle du quartier. On a 13 quartiers sur Fontenay-sous-Bois. On a étudié 70 déterminants de santé environ, et on a ensuite fait un portrait quartier par quartier d'un certain nombre d'indicateurs. Donc c'est l'exemple que vous voyez en bas à droite de cette diapo. Alors comment on a travaillé sur ces diagnostics qui étaient un véritable plus pour ce projet? L'idée, c'était vraiment d'en faire un outil d'aide à la décision pour les élus à l'échelle communale. Et moi, je croyais que j'étais à la diapo suivante. Le guide, de quoi s'agit-il? Un premier axe, le plus intuitif, qui va être sur les questions d'environnement physique, sur lequel la ville a le plus de marge de manœuvre finalement. Un deuxième axe très important par rapport à ces questions et de santé et de bien-être, ça va être la question des pratiques sociales et des lieux de rencontre. Qui vont créer, c'est ce qui va faire qu'on va faire ville aussi et vivre ensemble. L'axe 3 qui est plus circonscrit à l'échelle du bâtiment, à l'échelle du logement, avec toutes les questions de qualité de l'air intérieur. On parlait tout à l'heure de maladies infantiles, la question du confort, de sobriété. Un axe qui n'est pas des moindres, c'est la question des comportements et des modes de vie. Alors là, la ville, évidemment, ne peut pas être derrière chaque habitante et chaque habitant. En revanche, on peut proposer par les aménagements qu'on imagine, les aménagements qu'on met à disposition, la possibilité d'aller d'avoir des commerces alimentaires de qualité près de chez nous, le fait de pouvoir se déplacer avec des modes actifs. Ça va pouvoir concourir à ce que les gens s'emparent justement de ces sujets. Et évidemment, un axe qui est très transversal à ces questions-là, qui va être la gouvernance durable du projet, c'est-à-dire comment on associe aussi les habitants dès l'amont du projet, pendant le temps de chantier, pendant le suivi, pour que justement chacun s'empare de sa ville. En haut à droite de la diapo, je vous ai rajouté un petit peu la façon dont on a travaillé pour chacun de ces axes que je viens de vous brosser très très brièvement. On a un certain nombre d'objectifs, d'engagements qui montrent la volonté de la ville et qui valorisent les bonnes pratiques des agents et les engagements municipaux. Et pour chacun de ces objectifs, en fait, on définit en adéquation avec les enjeux locaux et les vulnérabilités qu'on aura identifiées dans les diagnostics, et j'y reviendrai, on va définir un niveau d'engagement souhaité pour le projet, à minima, donc réglementaire plus, on va le dire comme ça, exigeant, voire exemplaire en fonction des vulnérabilités. Je passe un peu rapidement parce que c'est très très dense, on avait pas mal de choses qu'on voulait partager avec vous. Mais évidemment, comme mes camarades, je pourrais répondre à vos questions. Je reviens donc sur la partie diagnostic. Donc, on a effectivement voulu faire une photo des différents quartiers. Donc, pour ça, on est parti autour d'une équipe de choc que je viens de citer. On est parti des données INSEE telles que vous les a présentées Jean-Philippe Camard un peu avant, des données de systèmes d'information géographique, à la fois de la cartographie, on a un service cartographie dans la ville, et à la fois les données de l'Institut Paris Région et de l'ORS, et puis les données prospectives. Là, je rebondis sur ce que vient de dire Sabine à l'instant. Qu'on sait sur un territoire, ça va nous donner aussi envie et nous donner aussi, à chaque fois qu'un aménagement va nous donner l'opportunité de revenir sur un territoire, c'est justement de pouvoir améliorer l'existant. Et pour revenir sur le quartier des Alouettes que je viens de citer, par exemple, c'est un quartier qui est en pleine mutation, qui a des atouts, qui a des secteurs vraiment charmants, mais qui a aussi des difficultés. Et les aménagements qu'on est en train d'imaginer et de mettre en œuvre sur ce territoire vont être aussi l'occasion d'améliorer un certain nombre de situations et un certain nombre d'indicateurs. Donc, grâce à tout ça, on a du coup une photo assez fidèle, et une photo et une image en dynamique de chaque quartier, et donc des cartographies. Alors, comme ce qui vient de vous être présenté, donc là on a en haut à droite
une carte pour chacun des quartiers. Et là, l'Institut Paris Région avait proposé de croiser en fait 2 indicateurs. Donc un indicateur, donc là c'est la part des sans diplômes. Par exemple, en 2017, quand le quartier est supérieur à la moyenne de la ville, il est rose sur cet indicateur-là. Quand sur l'indicateur de la médiane du revenu déclaré, on est au-dessus de la moyenne de la ville, on est en bleu. Et donc, intuitivement, c'est violet quand à la fois les 2 indicateurs sont supérieurs à la moyenne de la ville. Et la carte d'en dessous, c'est lié à la marchabilité, donc comme ce qui vient de vous être présenté, avec voilà, plus c'est pratique et plus le bonhomme qui marche est grand. Comment on a travaillé pour faire et ce diagnostic et ce guide. Donc je vous ai parlé tout à l'heure d'un appel à manifestation d'intérêt en 2019, au moment où on a été lauréat pour mener à bien ce guide. On imaginait des assises fontenaisiennes de la santé et du bien-être qu'on n'a évidemment pas pu mener, Covid oblige. Et du coup, on a remplacé par un certain nombre d'ateliers et d'autres solutions pour aller discuter avec nos parties prenantes, dont des ateliers en distanciel, donc organisés avec le bureau d'études, sous forme de webinaires et de petits ateliers virtuels. Donc ça, c'était en avril 2020. Durant tout l'automne 2021 et tout le printemps 2022, on a fait des relectures du guide avec les différents collègues. Je n'ai pas pu citer évidemment tous les services concernés. Et puis on a testé la grille aussi sur des opérations réelles et on a organisé un atelier participatif avec les habitants sur les questions de la santé environnementale. Aujourd'hui, on est dans cette période de mise en œuvre. Le guide lui-même est en ligne, il est tout à fait accessible, comme je vous le disais. Le diagnostic le sera prochainement. Et on organise on est aujourd'hui sur un document qui est stabilisé, mais dont on souhaiterait tester la robustesse un peu plus sur des situations réelles. Donc pour ça, on met en place différents outils, à la fois des relectures du guide, des relectures techniques, une application évidemment en situation réelle par les collègues qui sont en charge de son déploiement, et puis aussi tout un travail avec les usagers. Enfin, on préfère le terme d'expert du vécu ou d'expert du quotidien pour ce qui nous concerne. Et à titre d'exemple, donc dimanche prochain, le dimanche qui vient, on organise une balade dans Fontenay autour de ces questions des déterminants de santé, donc on a appelé promenade de santé, bien évidemment. Et puis le 18 octobre, on organise durant la Semaine internationale de la santé mentale, se tient une journée du Conseil local de santé mentale, au cours duquel on fera aussi une balade et différents ateliers autour de ces questions pour vraiment écouter la parole, les attentes, les pépites ou les cailloux dans la chaussure que peuvent rencontrer nos usagers pour aussi nous améliorer par rapport à tout ça. Et puis pour ajouter à ce document qui reste quand même très technique, une expertise sensible. On est sur des sujets qui ne peuvent pas être traités que de façon technique. Comme le rappelait Jean-Philippe tout à l'heure, il y a vraiment aussi une question de ressenti et de façon de vivre la ville. Donc on essaye de multiplier lors des occasions soit festives, soit des petits rendez-vous hebdomadaires comme les marchés, d'aller discuter avec les habitants. Alors pourquoi vous pourriez avoir envie de vous lancer dans la même aventure, puisque c'est la question qui m'a été posée par Célia. Alors le guide tel qu'on l'a imaginé à Fontenay, évidemment, donc c'est un support de contractualisation avec les promoteurs, mais c'est aussi et surtout en fait un outil de valorisation à la fois du chemin parcouru, de toutes les bonnes pratiques, de tous les parfois par des essais et erreurs que les collègues des services techniques notamment, de la voirie, des espaces publics ont pu mettre en œuvre. C'est aussi le fruit d'une d'intelligence collective
Et puis je parlais des agents de la ville, mais c'est aussi justement les échanges avec d'autres territoires. C'est vrai que je n'ai pas cité dans la méthodologie qu'on a utilisée ici, l'ORS et l'Institut Paris-Région étaient partis de tout le travail qui avait été mené avec Aubervilliers notamment. Donc c'est aussi le fait de pouvoir échanger comme lors d'échanges comme aujourd'hui ou lors de promenades apprenantes aussi, de pouvoir échanger avec nos pairs. Et puis cette démarche-là était aussi un moment de dialogue entre services, de mieux comprendre les pratiques de chacun. On peut évidemment pas être omniscient et avoir la somme de la connaissance de nos collègues, ça serait assez terrifiant. En revanche, un document comme celui-là est une sorte de vadémécum en fait pour connaître aussi les bonnes pratiques des collègues. Et puis c'est un outil de dialogue avec les habitants sur un sujet qui est extrêmement quotidien et qui permet d'ouvrir la porte et de parler de plein de sujets. On parlait tout à l'heure des îlots de chaleur urbains. C'est un sujet vraiment prégnant dans la question de santé environnementale, alors que si on va parler de but en blanc avec des habitants de changement climatique, il va peut-être se sentir moins concerné. Alors qu'en l'abordant par le biais de la santé, et puis surtout avec les quelques dernières années qu'on vient de passer, le lien est assez intuitif et on peut dérouler effectivement comme ça plein de sujets. Voilà, j'en ai terminé avec ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes coordonnées, et puis évidemment je suis disponible pour répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Fabienne. Vous avez eu des compliments sur vos dessins dans le chat. Merci beaucoup. Alors juste, je me permets de dépasser un petit peu le timing de notre échange puisqu'on a commencé avec 10 minutes de retard, simplement pour parler un peu plus donc des perspectives pour le PRSE 4. J'invite du coup les autres intervenants à activer leur webcam et leur micro. Comment en fait, qu'est-ce qui permettrait aux collectivités de passer à l'action, selon vous, les collectivités qui sont encore un peu frileuses, qui hésitent à franchir le pas? Est-ce que vous avez des idées, Fabienne, Sabine Host et Jean-Philippe Camard? Et je pose cette question au chat aussi, n'hésitez pas à réagir. Moi, je peux commencer peut-être. Bon, j'évoquais là dans la présentation que j'ai faite les CLS. Donc, on a identifié les quelques collectivités qui, dans leur CELS, incluent un axe santé-environnement. Donc, explicitement, s'intéressent à ces facteurs de risque. Alors, ce qu'on pourrait proposer éventuellement dans PRSE, c'est de travailler avec les collectivités pour que, notamment quand elles sont confrontées à des problèmes de multi-exposition, quand elles apparaissent enfoncées sur la carte, elles soient, je ne sais pas si c'est contrainte, mais en tout cas fortement incitées à inclure dans leur contrat local de santé un axe spécifique. Voilà, ça pourrait être une piste. Fortement inciter et puis peut-être même aider financièrement pour le faire. Oui, voilà, inciter, tous les moyens sont ça peut être un moyen aussi de prioriser en effet les territoires sur lesquels intervenir le travail de diagnostic. Je peux compléter, alors je ne peux qu'adhérer à ce qui a été dit, à ce qui vient d'être dit par Sabine. Sur Fontenay, justement, on le voit et je travaille de façon très étroite avec Laetitia Sucheki, ma collègue en charge du conseil local de santé, du contrat local de santé, pardon, et Samir Amir qui s'occupe du conseil local de santé mentale. On a décidé effectivement à chaque fois que l'une ou l'autre faisait une plénière de pouvoir donner la parole aux deux autres. On n'imagine pas de ne pas travailler ensemble et effectivement le guide Aube et son déploiement constitueront, tous les travaux que je peux piloter sont au service du CLS sur toutes les questions de santé environnementale. Et effectivement, à l'échelle de la ville, on est au bon niveau, je pense, pour ces questions de santé environnement. Je réponds un peu en
en deuxième rideau à la question de Célia, mais c'est vrai qu'on est, je pense, à la bonne échelle. Donc, je pense que c'est effectivement si on peut être aidé justement pour le déploiement des CLS, je pense que ça peut être un vrai plus. Oui, on voit aussi dans des réactions dans le chat Véronique Garnier de la MIF qui nous dit que c'est une des propositions du livre blanc santé que d'intégrer un volet santé-environnement dans les CLS. Ou en tout cas de le favoriser parce que de mémoire, je crois que dans les textes, c'est un des axes d'intervention dans les CLS, la santé environnementale. Mais en effet, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup centré autour des liens entre ville et hôpital et de l'offre soins, de l'organisation des soins. Donc, ça peut être complètement un axe de favoriser le développement de la santé environnementale dans les CLS. Je me demandais aussi, est-ce que des rencontres, des visites techniques, un accompagnement dans l'ingénierie de projet peut aider les collectivités à s'investir sur les enjeux de santé-environnement? Favoriser la rencontre avec les habitants, on le voit, c'est un sujet qui est assez fédérateur. Fabienne, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Vous avez des éléments là-dessus? Je pense qu'on a beaucoup effectivement à gagner à échanger nos pratiques. Je pense que la ville aussi était très sensible, par exemple, au fait que nos différents travaux sont rendus publics. Je pense qu'on a beaucoup à gagner aussi à échanger. On a beaucoup à gagner aussi en tout cas, en ce qui me concerne, je suis assez favorable et très intéressée par des visites techniques dans vos collectivités, dans vos territoires. Je pense que ça donne l'occasion aussi de poser des questions beaucoup plus facilement qu'à travers un écran ou dans une conférence. Je pense que ça donne des nouvelles perspectives et je pense que c'est un excellent axe de travail, oui. Pour compléter, pour rebondir sur ce que tu dis, on a travaillé avec la ville d'Aubervilliers, comme tu l'as dit, et donc en second temps avec vous. Et donc je suis revenue aussi vers la ville d'Aubervilliers, voir ce qu'avait donné le diagnostic. Et donc ils étaient très heureux d'apprendre qu'il y avait d'autres collectivités qui s'engageaient. Et vraiment la première réaction c'était mais il faut absolument que je prenne contact, qu'on discute. Et donc je pense que c'est assez spontané. Et donc pour ça il y a aussi les réseaux. Donc là, dans ce qu'on a identifié comme engagement, le fait d'appartenir au réseau Ville Santé OMS qui fournit énormément de ressources, et le réseau ISE, bien sûr, on n'en fera jamais assez la publicité, mais ça peut être un lieu aussi où les collectivités peuvent échanger, et on encourage vraiment les collectivités à rejoindre le réseau et puis surtout à y avoir une activité, prendre part à la vie du réseau et à profiter de ce lieu d'échange pour favoriser la mise en lumière de toutes ces bonnes pratiques et s'accompagner mutuellement. En effet, le réseau a toute sa vocation justement à vous accompagner si vous souhaitez mettre en place des actions en santé-environnement via la mutualisation et l'échange dans des groupes de travail, via des rencontres aussi, pas forcément en ligne, mais aussi en physique pour pouvoir faciliter les échanges et le partage d'expériences. Donc, identifier le réseau comme étant une ressource pour vous, collectivité. Il y a des remarques dans le chat, et notamment Zena Fabensaïd de Courbevoie qui dit qu'il ne faut pas s'arrêter à l'élaboration d'outils. Il a raison, il faut aussi, dans le cadre du PRSE3, vraiment financer des actions concrètes en contact de la population. Je pense qu'on partage en effet cette observation. Je vous propose de nous en arrêter là. Sachez que justement, pour voir concrètement ce qui a été mis en place dans le cadre du PRSE3, non seulement aller au-delà des outils qui ont été financés dans le cadre du PRSE3, mais présenter des actions, vous pouvez découvrir les actions autour de la gestion et la prévention du risque allergène
mardi prochain à la même heure, donc où seront présentés le Polinarium Sentinelle de la ville de Paris, les actions de Fredon aussi en matière de lutte contre l'ambroisie, les actions du réseau national de surveillance aérobiologie et également le travail autour du dispositif collinaire d'AirParif. Donc on vous présentera tout ça, vous pourrez également échanger avec les porteurs de projets. Ce sera l'occasion de discuter aussi de l'approche One Health dont on entend parler et qu'on a du mal à identifier concrètement sur le territoire ce que ça peut donner. Ce sera l'objet de la réunion de la semaine, du webinaire de la semaine prochaine. J'en profite pour vraiment remercier Fabienne Baudu, Jean-Philippe Camard et Sabine Host et également Lola Chupin et Pascal Gorge avec qui j'organise les événements, la série de webinaires du réseau. On va vous partager de nouveau aussi dans le chat un lien pour découvrir les prochains webinaires et vous inscrire également à ces webinaires. Lola, est-ce que tu veux dire un mot ? Oui, rebonjour à tout le monde. Je suis désolée, tout à l'heure, j'ai été coupée. Donc, Célia m'a dit qu'elle avait pu compléter un petit peu sur le PRSE4. Mais en tout cas, voilà, je vous ai mis dans le chat le lien vers la plateforme pour que vous puissiez alimenter avec toutes vos idées d'action pour le PRSE4. Donc voilà, n'hésitez pas jusqu'au 30 octobre. On a vraiment envie de créer avec tous les acteurs ce prochain PRSE4. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.